Bien, bonjour. Merci d'être là en ce début d'après-midi de samedi et d'être venu jusqu'aux Amandiers pour entendre parler de démocratie, ou en tout cas de ce qu'il en reste, puisque le thème de notre cycle de débat, c'est la fin de la démocratie. Il reste un point d'interrogation, donc il nous reste des raisons d'espérer. Et c'est d'ailleurs l'une des questions que nous aborderons avec la session d'aujourd'hui consacrée aux héros. Autour de cette question du héros, je vous propose 3 moments avec une représentation du héros sous 3 visages. Le premier visage du héros, c'est le héros militaire, le héros guerrier et tel qu'en lui-même, qui est seul contre tous et qui, seul, va réussir à prendre une ville ennemie qui est donnée plutôt vainqueur. Donc, ce héros, c'est évidemment Caius Marcius, général romain, patricien arrogant, capable à lui seul d'écraser une ville entière, de la conquérir, contre l'avis même de ces hommes qui, comme le dit l'un des soldats, pensent que c'est de la folie. Et donc qui va au-delà de la folie et qui accomplit l'impossible, semble-t-il, à main nue. Premier temps de cette forme d'héroïsme, nous allons voir maintenant un deuxième temps assez canonique, qui est la forme du duel, où un héros affronte non plus une troupe, une armée, mais un autre héros, l'héros du camp d'en face, en l'occurrence le général Ophidius. Un héros en combat singulier qui surpasse son ennemi, et d'ailleurs il l'a surpassé de nombreuses fois, Ophidius, donc il lui est essentiellement supérieur, et en même temps héros malgré lui, puisque confronté à son triomphe, à la célébration de son acte, il se déclare trop modeste et il réclame la part commune, il réclame le même sort que tout le monde et considère être logé à la même enseigne. Donc un héros paradoxal qui commet des exploits et en même temps ne supporte pas d'être considéré comme extraordinaire. C'est l'une des problématiques fondamentales de Coriolan. On voit qu'il y a une faille dans ce héros qui s'avérera héros militaire incapable de devenir chef politique de Rome. Troisième temps, qui est la conclusion logique de cette faille-là, de ce refus de la louange d'une part et en même temps d'une haine sociale, d'un refus de jouer la comédie politique, c'est le bannissement du héros que nous allons maintenant voir. On m'aimera quand on ne m'aura plus. Le héros bannit la cité en un renversement qui rappelle le mot de Brecht lorsque, en juin 1953, après la mort de Staline, le peuple de Berlin se soulève, le gouvernement réprime ce soulèvement et Brecht a ce mot, le gouvernement devrait dissoudre le peuple. Donc effectivement, on a ici un renversement, le héros se plaçant au-dessus de la masse, méprisant le peuple, accusé de vouloir devenir un tyran et donc de renverser la République romaine. Il est banni et, ce faisant, il va devenir, de défenseur de Rome, son pire ennemi, celui qui va menacer de détruire la cité qu'il a vue naître. Alors, on va, à partir de ces moments, réfléchir à la notion même de héros, et notamment du héros en contexte de démocratie, à l'ère des masses. Évidemment, il s'agit là d'une figure particulière, puisque Shakespeare fait résonner plusieurs époques, celle du début de Rome, puisque nous sommes là au tout début de la République romaine, également la Rome des guerres civiles qui pointe, sa propre époque, et puis puisque la mise en scène est d'aujourd'hui, eh bien évidemment les résonances fonctionnent avec notre propre époque, et c'est tout l'enjeu de ce contre-champ. Contre-champ puisque l'idée est de partir d'un grand texte, en l'occurrence Coriolan, et d'examiner des résonances avec la situation actuelle. Il y a eu, et je sais que certains d'entre vous étaient déjà présents, 2 journées. La première sur le Pire Régime, avec notamment Étienne Balibar, Alexandre Adler, Jean-Pierre Vincent. Une deuxième journée sur la notion de représentation, où nous sommes interrogés sur la question à la fois politique et théâtrale, dans quelle mesure tout pouvoir est théâtral et dans quelle mesure la démocratie, particulièrement un régime de représentation. Et aujourd'hui même, eh bien, en 2 temps, nous allons réfléchir à cette notion de l'héroïsme, et en particulier, qu'est-ce que l'héroïsme de manière générale et que peut devenir l'héroïsme, que peut-il rester de l'héroïsme dans une époque démocratique et à l'ère des masses. Pour ce faire, tout d'abord, je tiens à remercier rapidement le Théâtre des Amandiers qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes ici dans le décor de La Douleur, texte de Marguerite Duras, mis en scène par Patrice Chéreau avec Dominique Blanc, et je les remercie de nous avoir laissé le plateau voilà, dans ce décor qui a été un peu mis à l'écart.
et également nos autres partenaires qui sont l'Université de Chicago, la Cité internationale, Sciences Po, et puis évidemment cet événement est organisé par le Théâtre national populaire. Nous allons accueillir nos 3 intervenants de la première partie pour réfléchir à cette notion de l'héroïsme. Jean Gilibert a une histoire de théâtre immense puisqu'il a été l'un des pionniers du groupe de théâtre antique, un ami et collaborateur de Jean Vilar. Il a dirigé Maria Cazares, Alain Cuny, il travaille avec Nils Arestrup, Philippe Léotard. Il a à son actif plus d'une centaine de mises en scène, de Shakespeare à Brecht, Eschyle, et également des traductions, des textes de théâtre, textes autobiographiques, plus une œuvre théorique très conséquente, puisque, outre l'activité théâtrale considérable, Jean Gilibert a également une activité de praticien en psychanalyse et en psychiatrie. Et à ses côtés, Marc Goldberg, qui est philosophe de formation, metteur en scène, traducteur, auteur, qui a travaillé sur des textes qui vont du Moyen-Âge, dont il est traducteur, jusqu'à nos jours, récemment Casavets, et la problématique du héros traverse son travail depuis longtemps. Enfin, Christian Scaretti, on se demande si c'est la peine de le présenter, directeur du Théâtre national populaire depuis 2002, qui a à son actif de très nombreuses mises en scène, dont Coriolan, que vous pouvez voir en ce moment même, dernièrement le désormais mythique Par-dessus bord au Théâtre national de la Colline, Mère Courage, Père de Strindberg, etc., et qui réfléchit sur la notion d'un théâtre populaire en France, avec une activité bien connue. Alors, avec ces trois intervenants, nous allons tenter de réfléchir à cette notion même d'héroïsme à partir de Coriolan, mais de manière plus générale à travers l'histoire, en examinant également ce qu'il peut en rester aujourd'hui, avant, dans la deuxième partie de cet après-midi, d'accueillir Alain Badiou pour réfléchir sur la dégénérescence et la régénérescence de l'héroïsme. Alors, la première question que je pose à nos 3 invités, 3 intervenants, c'est qu'est-ce que l'héroïsme? Quelles sont les différentes formes d'héroïsme? Et on peut peut-être commencer, Marc Goldberg, par se demander ce qu'est l'héroïsme en particulier dans Coriolan. Oui, alors il y en a besoin? Oui. Donc dans Coriolan, à mon avis, il y a vraiment deux niveaux d'analyse qui sont 2 niveaux absolument essentiels pour la notion d'héroïsme qui sont conjoints. Comme souvent chez Shakespeare, il y a plusieurs histoires, si on veut, plusieurs thèmes qui sont abordés parallèlement. Et j'ai envie de dire qu'il y a le thème politique au niveau collectif et un autre niveau d'analyse qui est au niveau du personnage, au niveau individuel. Au niveau politique, en un sens, l'histoire de Coriolan, pour moi, c'est l'histoire d'un échec. C'est-à-dire que on a un personnage qui a toutes les qualités pour devenir un héros. Il a la noblesse, il a le courage, il a le panache, il accomplit des actions héroïques, c'est ce qu'on a vu très clairement dans le premier extrait. Il a tout pour devenir un grand héros de Rome. Mais, et c'est le nœud de la première partie de la pièce, il refuse absolument tout le processus d'appropriation de son destin par la collectivité. Et là, je crois qu'il y a quelque chose que Shakespeare nous dit qui est absolument essentiel sur ce que c'est qu'un héros, c'est qu'il n'y a pas de héros objectif. Aucun héros ne résiste à une analyse critique de son action. S'il y a un héros, c'est parce que son destin a été repris par une collectivité. On le voit très clairement au Moyen-Âge avec les chansons de geste. La chanson de geste, qu'est-ce que c'est? C'est la collectivité qui, d'abord dans l'oralité puis dans l'écrit, reprend l'histoire et transforme des événements historiques en événements légendaires. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion entre la personne et le personnage, mais au fond, un héros, c'est un personnage. Et Coriolan refuse absolument tous les rituels par lesquels la cité va s'approprier son action. On le voit très clairement dans le deuxième extrait qui était montré. Menenius se veut toujours le chantre des actions de Coriolan. Coriolan refuse. Et il le refuse à plusieurs reprises. Il y a ce très beau passage dans le 5e acte où il se retrouve dans le camp des Vols et où Menenius dit qu'il tenait en gros la chronique des exploits et qu'il les exagérait, il le reconnaît lui-même, à quoi Coriolan répond au bout d'un moment que « he godded me », il me transformait en Dieu. Et c'est précisément ce que Coriolan refuse. Et refusant ce processus d'appropriation par la collectivité, refusant aussi de montrer ses blessures, tout
tout ce qu'il juge humiliant, il ne deviendra pas le héros de Rome. En fait, au fond, et il y a un mot qui revient sans cesse dans la pièce, c'est pride, l'idée d'orgueil. C'est que Coriolan a toutes les qualités pour devenir un héros, mais il a un énorme défaut qui va tout ruiner, c'est cet orgueil. Il a un orgueil démesuré, c'est trop un individu pour devenir le héros d'une collectivité. Voilà. Bon, c'est ce qui nous amènerait au second plan, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Si, termine ton analyse. Bon, donc ça, c'était, disons, sur le plan collectif, trop d'orgueil ne permet pas à la collectivité de faire tout ce travail d'appropriation, et donc il ne devient pas un héros, et ça va aller loin, parce qu'on pourrait même interpréter toute la trahison de Coriolan comme la conséquence logique de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comment faire pour être certain qu'il ne sera pas manipulé, que son destin ne sera pas repris par la collectivité? En devenant traître. En devenant traître, en devenant l'anti-héros absolu, il empêche, en un sens, les historiens, les tribuns du peuple, les sénateurs, de faire de son histoire ce que lui n'a pas choisi. Il se met de ce point de vue-là au-dessus, radicalement, de la collectivité. Et en ce sens-là, justement, ça rejoint un peu, pour moi, le deuxième point de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse au niveau individuel. Coriolan est un héros shakespearien exemplaire. C'est peut-être le plus abouti de ce point de vue-là de tous les héros de Shakespeare. Pour ça, je pense au très beau texte de Hegel dans l'esthétique sur le héros shakespearien. Hegel ne parle pas explicitement de Coriolan, il développe une belle page sur Macbeth, il mentionne Othello, il mentionne Richard III. Ce qu'il nous dit du héros shakespearien, c'est que c'est un caractère à l'état de nature. Il nous dit, là je le cite, qu'il est conduit par l'impulsion violente d'une passion personnelle. Il insiste énormément sur cette idée d'impulsion et de passion personnelle. C'est-à-dire que le héros shakespearien, en général, donc pour Hegel, n'a pas d'idée universelle, n'a pas de motif rationnel, ne réfléchit pas, il n'a pas de sentiment religieux, il n'a pas de sentiment moral. Il agit d'une façon radicalement individuelle et sous sa propre impulsion. C'est la personnalité, la subjectivité qui est portée au plus haut point, l'indépendance de caractère à son plus haut degré, dit Hegel, alors qui parle d'énergie, d'opiniâtreté. Et c'est cela, cette énergie radicale, cette indépendance radicale qui nous fait admirer les personnages de Shakespeare et les traiter comme des héros, notez bien, même lorsqu'il s'agit d'un anti-héros absolu comme Richard III. Richard III, c'est un monstre. Et pourtant, il a une dimension héroïque qui soulève l'admiration. C'est la même admiration qui est présente face à Coriolan, qui pourtant est un traître. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des personnages qui s'élèvent au-dessus des valeurs morales. Dans le vocabulaire du 19e siècle suivant de Nietzsche, ça serait exactement ce qu'il considère être un surhomme, un créateur de valeurs, ou bien quelqu'un qui en tout cas échappe totalement au modèle des valeurs convenues. Et donc, de ce point de vue-là, Coriolan est un héros absolu. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, je pense qu'on y reviendra souvent, il y a tout un problème dans l'articulation du héros abstrait, si on veut, du héros au niveau de l'individu et de ce que c'est qu'un héros dans une collectivité, en particulier avec toute la problématique du héros national qui a tellement marqué le 19e siècle et le début du 20e siècle. Voilà. Merci Marc. Cette notion d'absolu et ce mélange, on le trouve effectivement systématiquement chez Shakespeare, où le dramaturge nous force en effet à l'admiration. Malgré les crimes de Richard III, on ne peut s'empêcher d'entrer en connivence avec lui, ou en tout cas, ne serait-ce qu'au début de la pièce, au premier acte, lorsqu'il déploie ses plans pour parvenir au pouvoir. Donc, le mot absolu est d'ailleurs prononcé par la mère de Coriolan, qui dit « vous êtes trop absolu, vous êtes trop entier », et comme si ce héros n'avait pas sa place, ne pouvait pas participer à cette communauté. Et ce que tu dis du rapport entre héros et personnage est évidemment très important. C'est comme si étant tout entier dans l'entièreté de sa passion, de son caractère, au sens où Orson Welles parle de caractère, par exemple, en disant c'est un personnage entier,
eh bien, il se refusait à jouer un rôle autre que le sien. Et ce rôle, qui serait par exemple un rôle politique, dans les deux sens du terme, à la fois théâtral et de rôle d'action, eh bien, il ne peut pas rentrer dedans. Il est trop grand pour lui. Alors, tu parlais du 19e siècle et de Nietzsche, et du rapport entre héros et anti-héros, de la question de la trahison, du dépassement des valeurs, du renversement de la morale, en évoquant Nietzsche. On peut à cet égard demander à Jean Gilibert, qui a notamment mis en scène Vautrin, comment, pour lui, s'agence ce mélange d'héroïsme et d'anti-héroïsme, et ce renversement des valeurs, par exemple, en écho à Coriolan, avec un autre personnage monstrueux qui est Vautrin, archétypal du 19e siècle. Oui, je crains de ne pas être à la hauteur de la situation devant Coriolan. Je connais mal la pièce, je l'ai lue, mais j'attends de la voir ce soir. Ce que j'en ai vu m'excite beaucoup déjà. Alors, je crois quand même qu'il faut faire une différence entre le héros littéraire, qu'il soit théâtral, romanesque, et le héros politique, le héros social. Il y a quand même là une marge beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Comment dire, l'art théâtral, entre autres, mais tout art, c'est de représenter en premier lieu le monde, ensuite de se représenter lui-même comme art, et enfin, il y a un temps de synthèse qui est à la fois la conception du monde et la conception de l'art. Nul mieux que Shakespeare n'a représenté ces valeurs. Alors que Coriolan est une vérité historique, je n'en doute pas, mais ce qui m'intéresse pour moi, et ce dont je peux parler, c'est le héros théâtral et le héros littéraire dont je vais parler, qui est à savoir Vautrin, parce que je le connais quelque peu. Mais quand même, quelque chose m'est apparu dans la lecture que j'ai faite il y a quelques jours du Coriolan de Shakespeare. Il semble osciller entre le robot et le sauveur. Et il n'est ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, mais artistiquement, lyriquement, il va de l'un à l'autre. Les deux notions que j'aimerais dégager, avant de parler de Vautrin directement, ces deux notions qui sont l'une l'engendrement et l'autre, comment dire, le né de lui-même, enfin, l'engendrement et le vide, je cherchais le vide intérieur, qui me paraît très nécessaire. Je ne veux pas parler en tant que psychanalyste pour la première raison, je me suis toujours refusé, en tant que psy, à intégrer le domaine de la psychanalyse à l'art, presque toujours, et ce soir, j'adhérerai à cette assertion que j'ai eue très jeune. Alors, bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser pour nous à la Révolution et aux héros de la Révolution, où le peuple a été le héros. On chantait « La République nous appelle ». Enfin bon, le héros, c'était le peuple, qui est devenu, dans Shakespeare, le peuple qui devient la plèbe, très vite. Ce qui n'est pas la même notion, quand même. Alors, oui, je trouve que j'ai pu lire rapidement le Coriolan d'Alexandre Hardy et de Tamerlan de Marlowe, le Coriolan d'Hardy, mais le Tamerlan de Marlowe, pardon, où il y a un hymne à la puissance absolue, peut-être sans grand génie, c'est le cas de le dire, par rapport au génie de Shakespeare. Alors j'en viens tout de suite à ce pourquoi j'ai pensé être mobilisé par la notion de héros, un héros littéraire et un contre-héros en même temps, qui est le Vautrin de Balzac. Tout le monde connaît bien sûr l'aventure, c'est où le bagnard devient un héros. Déjà, Victor Hugo avait, avec Les Misérables, tenté de montrer l'héroïsme de Jean Valjean à travers son grand roman. Valjean qui a été condamné au bagne pour une peccadille, le vol d'un chandelier, enfin bon. Et tout le roman, qui est un merveilleux roman, mais qui se situe d'une façon très morale sur la mainmise de la société sur un héros qu'elle culpabilise alors qu'il n'a pas fait grand-chose de répréhensible. Balzac, que je préfère à Hugo, je dois le dire, Balzac, lui, va beaucoup plus loin. Il choisit le bagnard, en effet, le bagnard qui, au départ, s'appelle Jacques Collin, qui a commis un ensemble de crimes,
et qui ne va sans cesse permuter dans toutes les présentations. Il va être le bagnard, Jacques Collin, ensuite un bon bourgeois à la pension Vauquer dans Le Cousin Pons, un bon bourgeois, il s'appellera Vautrin, puis ensuite, suite à un crime qu'il a commis en Espagne sur l'abbé Carlos Herrera, il deviendra l'abbé Carlos Herrera lui-même, et dans Le Splendeur et misère des courtisans, il agira en tant qu'abbé Carlos Herrera. Chose curieuse, et c'est pourquoi la notion d'engendrement me paraît très importante, y compris dans Coriolan, puisqu'on ne voit pas son père, si j'ose dire. Dans Vautrin, alors que Balzac ne cesse de lutter avec force, violence, avec l'état civil, puisqu'il veut la concurrencer, Vautrin, je l'appelle Vautrin, puisqu'on l'appelle comme ça, Vautrin n'a pas de parents. On ne sait pas de qui ni de quoi il est né. À un moment, Balzac dit, il est né de Jean-Jacques Rousseau, mais le Jean-Jacques Rousseau qui est un herboriste. Il est né de la Révolution. C'est tout ce qu'on sait. Pas de parents, on ne connaît pas. Et son rôle va être, en raison de sa disposition bisexuelle, c'est le cas de le dire, comme on dit maintenant, de s'intéresser aux jeunes gens très fortement. On sait qu'au bagne, les petits jeunes gens, il aimait bien. Et de s'intéresser au fameux Lucien de Rubempré, d'accord. Et il va dire « je suis père, je suis mère, je suis fou ». Cette notion de compacité, je cite le texte de Balzac, il est père, il est mère, il est fou, comme si c'était la folie de son ambition héroïque était une résultante d'être à la fois père et mère. Alors bien entendu, Balzac ne cesse, c'est écrit au moment de la Restauration, hein, Balzac ne cesse d'évoquer et la Révolution, pour Vautrin, et Napoléon, bien entendu, enfin Bonaparte puis Napoléon après le Directoire, Napoléon, bien entendu, qui reste le grand héros historique, et on sent très bien que Vautrin-Balzac est hanté par l'image de Napoléon. La Révolution ayant apporté une liberté libérale de la volonté générale. Or, Vautrin, c'est sa propre volonté, de sa propre volonté. Il a tué l'abbé Carlos Herrera. Il est devenu, donc, après le bourgeois, etc., le personnage reparaissant, cher à l'écriture de Balzac. Tous les grands personnages de Balzac sont des personnages reparaissants, selon une technique romanesque. Et sous l'aspect d'un curé, il va séduire et il va, dans le monde, arriver à ce qu'il voulait. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut, ce personnage de Vautrin? Il va obéir à ce qu'on pourrait appeler, et on peut me critiquer sur l'expression allemande que je vais prendre, le Führerprinzip, qui donnera, bien entendu, le héros du mal que fut Hitler. On va l'appeler, ce Vautrin, on va l'appeler Trompe-la-Mort. Il s'est appelé toujours Trompe-la-Mort, car à chaque fois qu'il risque sa vie, il trompe la mort. Alors, et il finira bien sûr directeur de la Sûreté, alias Vidocq, préfet de police. Balzac a utilisé l'histoire de Vidocq. Alors, il y a là donc une notion d'engendrement qui me paraît capitale, à savoir que Vautrin n'est pas engendré. L'engendrement n'est pas du même ordre que la naissance sexuelle. Et je vais citer Shakespeare dans Macbeth. Macbeth qui commet tous les crimes que l'on connaît, tyrannique, qui se veut héros, a une seule peur qu'il exprime très vite, c'est d'être tué par quelqu'un qui ne serait pas né d'une femme. C'est le texte exact. Et en effet, ce personnage existe, c'est Macduff, qui, à la fin de la pièce, va tuer Macbeth en lui apprenant qu'il n'est pas né d'une femme. À savoir, Shakespeare quand même n'est pas un grec, il dit oui en effet ma mère a accouché, le maire de Macduff a accouché prématurément, d'accord, mais ça fonctionne comme une valeur mythologique, il n'est pas né d'une femme. Macbeth, la seule peur qu'a le tyran Macbeth, c'est de rencontrer cet homme qui n'est pas né d'une femme. Alors l'engendrement n'a rien à voir avec la naissance sexuelle de la parturition de la mère, de la femme.
Athéna est née de la tête de Zeus. Dionysos est né, comme on dit vulgairement, de la cuisse de Jupiter. Bien sûr, le mot grec romanisé, Zeus romanisé. Mais l'engendrement de nos jours est à nos portes. Le clone va exister, et le clone humain peut très bien exister s'il n'y avait pas, si j'ose dire, des lois qui l'illégitiment. Mais le clone, ça existe. C'est l'engendrement et ce n'est pas une naissance sexuelle. Dans l'histoire juive, naissance sexuelle et engendrement sont liés très étroitement. Dans le christianisme, Jésus n'est pas créé, il est engendré, c'est devenu un dogme de l'Église, il est engendré. La notion d'engendrement est capitale. Dans Shakespeare, elle est là prégnante d'une façon prodigieuse, lyrique, poétique, essentiellement, bien sûr. Donc, Vautrin, pour en revenir à lui, il est engendré, on ne sait pas par qui, mais par l'auteur, par Balzac, c'est un héros littéraire, et il est engendré par une notion qui est, si l'on veut, mythique, enfin bon, où la Révolution et Napoléon jouent un rôle considérable. Balzac le dit comme tel. Alors, c'est donc sous la forme du curé, de l'abbé Carlos Herrera, qu'il a tué, dont il a pris la dépouille, à savoir la soutane, qu'il a cette fameuse rencontre qui a hanté toutes les lettres après Balzac, Proust le premier, la rencontre à la sortie d'Angoulême. Lucien de Rubempré est un petit jeune homme, très beau, très androgyne, ce qui est important, ayant les qualités masculines et féminines conjuguées dans son physique. Un poète, mais bon, pas un grand poète, qui écrit des choses assez plutôt médiocres, qui est monté à Paris pour conquérir Paris, ça n'a pas réussi, il est rentré chez lui à Angoulême, et il sort d'Angoulême pour remonter à Paris, et il n'a qu'une idée, c'est se suicider, et il voit une mare, il pense qu'il va se suicider là, arrive à ce moment-là, évidemment, non pas le carrosse, mais la voiture dans laquelle se trouve l'abbé Carlos Herrera Vautrin, et il voit ce jeune homme, évidemment, il jette son dévolu sur lui, et se situe certainement le dialogue le plus extraordinaire de la littérature française, où Vautrin séduit Lucien et lui dit « Mon petit, je t'emmène à Paris, je te fais connaître, tu épouses une aristocrate, tu deviens un grand poète, enfin, etc., 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 etc. » Mais ce qui est important, c'est que Vautrin agit par personne interposée en réalisant son ambition. Lui se cache, non seulement il s'est caché sous l'abbé Carlos Herrera, mais il se cache dans Paris, et il fait agir Lucien, qui épouse en effet une aristocrate, etc. Bon. Et Lucien de Rubempré réussit admirablement dans la société, et on voit un espèce de Napoléon, on pourrait dire, secret, qui ne dit pas, qui est méconnu, qui vit avec deux femmes qui s'appellent Asie et Europe, rien que ça, qui est une sœur, soi-disant sa sœur, mais c'est pas sa sœur, qui a été la maîtresse de Marat, enfin bon, un salmigondis invraisemblable où la Révolution et la figure de Napoléon sont là d'une présence occulte mais capitale, et notre Lucien de Rubempré, etc., gagne tous ses galons de personnages connus. Et Vautrin dit « Moi, je ne suis personne, je ne suis rien, il y a un vide en moi, je ne suis que Lucien de Rubempré. » Cette parole est une chose capitale, car j'ai remarqué qu'il y a toujours eu un vide considérable, un vide au sens métaphysique du mot, on pourrait dire, dans les personnages d'héroïsme. Je ne connais pas assez Coriolan pour en parler, je n'ai lu que la pièce une fois, je ne m'avance pas sur ce terrain, mais le vide, qui est une chose capitale, sans quoi il n'y a pas d'ambition, car quand même il faut parler aussi de l'ambition et du goût du pouvoir, bien entendu, il naît avec un sentiment de vide intérieur qui est que la littérature théâtrale ou romanesque a admirablement cerné. Aussi paradoxal, Jean-Jacques Rousseau lui-même, qui pourtant n'avait pas l'intention, enfin on ne sait jamais, de devenir un héros, alors qu'il l'est devenu d'une certaine façon, à travers ce qu'il a écrit, qui est assez génial, et à travers la Révolution française, mais
il avait exprimé admirablement ce sentiment de vide intérieur qui l'a fait d'ailleurs délirer. Car la folie, je ne veux pas en parler trop, bon, Jean-Jacques est devenu un parano incontestable avec quand il a écrit cette chose magnifique, Rousseau, juge de Jean-Jacques. Et j'ai eu la chance de connaître Antonin Artaud quand il était à Ivry, et après ses hospitalisations à Rodez pendant la guerre, ce que j'ai retenu d'Artaud, qui est pour moi une des figures capitales du théâtre, de mon enseignement personnel, un sentiment de vide intérieur qui était considérable, qui le faisait rejoindre par certains côtés la divinité et qui en même temps le faisait bafouer aussi bien le christianisme que n'importe quel dieu. Et ce sentiment de vide, Vautrin l'exprime en disant « Je ne suis pas moi, je suis Lucien ». Et devant ce vide intérieur, il n'a eu de cesse de le combler par un message occulte d'héroïsme qui a été l'action de Vautrin auprès de Lucien de Rubempré. Je suis père, je suis mère, je suis fou. Vautrin ne s'est jamais senti, vous allez me dire que c'est très banal ce que je dis, et c'est vrai, c'est très banal, ne s'est jamais senti l'égal de la société. Ce n'est pas un homme politique au sens, la politique, il dit à Lucien dans cet immense discours à la sortie d'Angoulême, là, quand la voiture de Vautrin s'arrête, il lui dit non, la politique, tout ça, c'est rien, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quelque chose qui est près, c'est un peu paradoxal ce que je dis, de la sainteté laïque bizarre. Héros et saints sont quelquefois conjugués, et comment dirais-je, de sauveur, enfin, le mot sauter, le mot sauveur. Je rappelle que, pour la tragédie grecque, par exemple Édipe roi, en grec se dit Édipus tyrannos, qui veut dire pied enflé le tyran, si on traduisait, c'est pied enflé le tyran, et qu'Édipe, en tant que héros, est le sauveur de Thèbes, puisque il guérit de la peste et il tue, etc. Bon, enfin, les monstres qui hantent la ville. Il devient le sauveur, mais en même temps, ce qu'il découvre, et c'est ce qui fait l'horreur tragique de la fin, c'est qu'il se découvre tyrannos, tyran, ça il le sait, tyran qui prend le pouvoir, hein, ça veut dire qu'il ne répond pas à une lignée généalogique. Il est le tyran, Édipus tyrannos, il devient Édipus basileos, car en fin de compte, il est bien le fils de son père et de sa mère, il est bien le fils de Laios et de Jocaste. Jusqu'à un certain point d'ailleurs, dans la pièce d'Édipe roi, Édipus tyrannos, où un moment, la mère et le fils en ont marre des dieux, d'Apollon, qui est un dieu du néant, ce que Nietzsche a oublié largement à mon avis, qui est un dieu du néant, qui néantise l'être humain quand il n'obéit pas aux paroles oraculaires, ou du moins quand il les met de côté. Jocaste dit à Édipe, qui lui répond ceci, je vulgarise, Apollon et tout ça, nous allons fonder une société fondée sur la rencontre de la mère et du fils. C'est ce que dit Jocaste et ce que acquiesce Édipe. Bien sûr, Édipe ira dans son héroïsme, ira jusqu'à dire à la fin de la pièce, quand il s'est crevé les yeux, il dit et revendique en le chantant, ce n'est pas Apollon qui a crevé mes yeux, c'est moi, Édipe, qui les ai crevés. Alors, si j'ai donné tous ces signes, qui sont insuffisants, je m'en rends compte, à partir de Vautrin, c'est que Vautrin, à mon avis, le héros littéraire, je ne parle pas du héros social, je parle du héros littéraire, théâtral ou romanesque pour Balzac, il y a un seuil où il y a un vide total et absolu qui doit être rempli, donc conquête du socius, conquête de l'amour, conquête, pour Vautrin, c'est les jeunes gens, bien sûr, c'est évident. Le vide et la notion d'engendrement, à condition qu'il y ait une notion d'engendrement qui précède, à savoir mes parents, ça n'a aucune importance, c'est pas de ça que je suis né, et qui rappelle quand même, et là
ce sera ma dernière parole pour une fois de psy, c'est que je ne suis et je ne serai jamais là dans la scène où j'ai été engendré. C'est une notion de profonde amertume et de profond désarroi dans la pathologie de la folie, certaine. Je ne serai jamais là dans la scène où j'ai été engendré. La scène primitive, l'Ozen, décrite par Freud, étant une toute petite chose à côté de la scène, car la scène primitive, tout le monde peut s'imaginer, un gosse l'imagine en voyant des chiens copuler dans la rue, voilà, tout le monde connaît, mais la scène de l'engendrement, je n'y serai jamais. Et devant cette cette nécessité qui se dédouble et de l'imitation de l'humain, je ne parle pas donc du divin, cette limitation de l'humain, l'angoisse et la naissance du héros peut avoir lieu. Voilà. Merci Jean pour cette magnifique évocation qui fait résonner Oedipe, Coriolan, Vautrin, Macbeth. Et ce qui me semble essentiel dans votre propos, c'est cette double notion d'engendrement et de vide. Et le vide intérieur comme principe d'une démesure, d'une sorte de remplissement de soi par l'action, par la transgression, par le débordement, par la conquête, que ce soit des jeunes gens dans le cas de Vautrin ou de villes dans le cas de Coriolan, ou la conquête même de la trahison, ou du crime dans le cas de Richard III, au point si on peut se demander si ces héros ne sont pas à la quête de leur propre destruction, enfin si le néant qui les travaille dans cette espèce d'appétit et de dévoration du monde de l'autre ne se retourne pas contre lui-même, et si le héros ne cherche pas finalement sa propre destruction. En tout cas dans le cas de Coriolan ou dans le cas de Richard III, on se le demande, et quand on voit l'insistance avec laquelle Oedipe mène son enquête en sachant tout en ne sachant pas de quoi il retourne, on peut se demander s'il ne vise pas d'une certaine manière sa propre fin, ce qui est une manière de revenir à cette origine énigmatique et de l'annuler d'une certaine manière. Et il me semble que aussi, sur cette notion d'engendrement, on a un écho absolument évident dans Coriolan qui dit je suis comme un homme qui voudrait être l'auteur de lui-même et qui se refuse à cette filiation impossible et qui refuse cette mère qui ne lui a pas laissé une place. Et d'ailleurs, il n'a en effet pas de père comme vous dites. Je peux peut-être demander à Christian Schiaretti à cet égard comment dans son travail, notamment par rapport à Coriolan, ces enjeux de vide, d'engendrement ou de refus de l'engendrement, cette question de l'absence de nom également de Coriolan a constitué une pierre de touche du travail. Je viens en remplacement de Jean-Michel Desprats, donc je vais parler de traduction dès le départ. Ça sera un hommage rendu à Jean-Michel. Il y a une chose qui m'a toujours amusé, et dans cette figure, c'est que c'est un héros raté réussi. C'est-à-dire que Coriolan est vraiment raté réussi. Il a réussi son ratage. Je veux dire par là que, je vais citer 3 exemples. Un, Plutarque, parce que si on veut comprendre la pièce de Shakespeare, il faut remonter à Plutarque et voir comment Plutarque l'adapte. Et Plutarque, dans les vies parallèles, le met en parallèle d'Alcibiade. Alcibiade est reconnu comme étant un héros grec, un citoyen grec ayant fait un parcours tout à fait honorable, de traître aussi et de héros, mais historique. Coriolan, on ne sait pas. Donc on peut considérer que s'il l'a été, il l'a tellement bien été qu'il n'a pas laissé de postérité crédible, historique. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'il est réussi raté? Il l'est déjà dans Plutarque. Et j'aime à penser que Shakespeare, lisant Plutarque, devait lui-même être amusé par cette suspicion historique d'un personnage donné comme étant historique et qui ne fait que travailler à sa propre disparition. Voilà, on ne sait pas si Coriolan existait ou pas. Or, on a pourtant un témoignage, on en a même chez Tite-Live. Voilà, donc premier exemple. Deuxième exemple, c'est Shakespeare lui-même. C'est pas une des pièces les plus montées. On a du mal à la nommer, on a du mal à résumer ou à avoir, si vous voulez, dans une sorte,
voyez, de gestes qui seraient la silhouette de la pensée, la même fulgurance pour Coriolan que l'on a pour Macbeth, que l'on a pour Richard III, que l'on a pour Richard II, etc. Il est improbable, si vous voulez. Donc, d'une certaine façon, là aussi, on voit que la pièce, par la difficulté avec laquelle on la porte à la scène, très peu souvent, elle achève ce que le héros recherche. Troisième exemple, c'est la fatalité fascisante de la pièce pour les Français. Non, je le prends comme exemple parce que elle a été organisée. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1934 à la Comédie Française, qui a coûté son poste quand même à l'administrateur du Français, a été une organisation par les Camelots du Roi de reconnaître dans les paroles de Coriolan, tout d'un coup, un appel à une rigueur politique nationale qui permettrait de résister à un envahisseur outre-Rhin menaçant. Là aussi, si vous voulez, en quelque sorte, la pièce, le personnage, va au bout d'une fatalité, si vous voulez, de méprise ou de confusion qui le rend banni. Vous voyez, je suis très frappé par le fait que la pièce ne fait que parler de bannissement et de déjection, et que le personnage lui-même, la pièce elle-même, porte cela. Et dès le départ. Hein. Voilà. Ça m'a toujours intrigué, et certainement que la lecture qui fut la nôtre a été beaucoup inspirée de cela, de sans arrêt percevoir cela. Alors en même temps, ça crève les yeux, pour rester dans la suite du discours de Jean Gilibert, ça crève les yeux, il suffit de regarder le titre, qui est un oxymore, Coriolanus. Et c'est pas un hasard. Il y a dans le nom les deux. Il y a la victoire et la glorification dans le nouveau nom, hein, dans le nouveau nom, et Anus. Et ce double mouvement est inscrit tout de suite. Et il y a une exégèse élisabéthaine qui recommande de jouer en disant Coriolanus et pas Coriolan. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons de crainte des publics actifs que sont les collégiens et autres lycéens, si vous voulez, et de ne pas pouvoir aller au bout. Mais en réalité, je pense qu'il y a une immense farce là-dedans. Et on peut se demander parfois où se trouve la tragédie. Où elle est. Où elle se trouve. Voilà. Et je trouve que dans le titre, il y a tout. Voilà. Alors, pour moi, si vous voulez, ce qui a fait fonctionner fondamentalement, je trouve le mot le plus important, il est dit par Volumnia dès le début dans la 3e scène de Coriolan, c'est le mot renommé. Parce que le mot renommée porte à les deux acceptions dans la pièce. La renommée, au sens où, effectivement, le héros ne peut être qu'un personnage. Donc le héros est facteur du récit qui le conditionne. L'objectivation est impossible. On peut pas avoir il est forcément le résultat d'un positionnement qui passe par un récit ou une peinture, mais en tout cas une description qui en fait un personnage. Et de ce point de vue-là, Volumnia le dit dès le départ. C'est-à-dire, elle dit, le tableau qui est là ne vaudrait pas, si la renommée n'était pas une plus-value à ce qu'elle est. Elle le dit tout de suite à propos de son fils. Donc, cette acception, n'est-ce pas, du récit, qui est multiple dans Coriolan, que ce soit celui, évidemment, de Cominius, le récit de ses exploits, qui est beau. Alors, nous, on en fait une version un peu... on a un peu été lâche, si vous voulez. Mais c'est un très beau poème anglais, voilà, qui peut être appris par cœur à l'école. C'est des morceaux de bravoure de Coriolan et qui décrit bellement le personnage. Donc le récit, évidemment, pas simplement le récit, évidemment l'image, la toge d'humilité, ou les récits qu'on a pu en faire Ménénius. Donc, si vous voulez, renommé au sens où il est achevé en tant que personnage. Bon. Et puis de l'autre côté, renommé au sens où Coriolan n'existe pas, c'est-à-dire que l'origine de Coriolan, l'absence de père, fait que son nom est toujours une hypothèse. Et d'ailleurs, je pense, moi, que le personnage est une hypothèse. Mais son nom est toujours une hypothèse. Et la figure qui est au-dessus de Coriolan est évidemment celle d'Héraclès. Et Volumnia se compare à Junon, Jalmais à Alcmène. Et que derrière Héraclès, il y a le Christ, bien évidemment. Et que derrière Volumnia, il y a l'Immaculée Conception. Et que Coriolan est ce lieu, cet être, si vous voulez, qui va être obligé de s'inventer
des personnages successifs. C'est-à-dire, il a Marcius Caius, ensuite il a Coriolan, et puis ensuite il a autre chose qui n'advient pas, mais qui se réalise dans le double que constitue Ophidius, où il dit « je voudrais être l'auteur de moi-même ». Donc c'est qu'il est constamment en fuite, si vous voulez, d'un vide, ça je suis tout à fait d'accord, qu'il doit non pas remplir, mais habiller. Et l'habillement est celui du nom. Et de ce point de vue, toute la pathologie du personnage est une pathologie d'acteur. C'est une pièce sur le théâtre, c'est pas fondamentalement. On la lit comme une pièce sur le politique, mais en fait c'est une pièce sur le théâtre. Et toutes les pathologies, toutes les manifestations pathologiques de Coriolan sont des manifestations pathologiques d'acteurs. Trou de mémoire. Je ne me souviens plus de son nom, dit-il. Comme un mauvais acteur, j'ai oublié mon rôle. Refus du costume. Hein, que ce soit la toge d'humilité, le sang, oui, tout ce qui est de l'ordre de l'organique, mais le costume, l'incapacité de costume, et je dirais aussi l'incapacité de la scène. C'est-à-dire, en gros, l'angoisse de l'acteur. Et tout son échec, et quand on le joue, on est obligé de se poser ces questions-là, et on est obligé, en quelque sorte, d'être au plus près de la vérité de cela, parce que c'est la vérité tangible de la représentation, si vous voulez, celle-là. Vous comprenez ? Donc c'est moins la pathologie psychologique, si vous voulez, d'un personnage qui aurait des problèmes identitaires et qui finalement se deviendra un héros, etc. Non, c'est pas ça. C'est un rôle qui dit « je ne peux pas me jouer », si vous voulez. C'est ça, quoi. Et c'est très difficile, d'ailleurs, pour l'acteur de le gérer en tant que tel, puisque à chaque fois, il dit qu'il ne peut pas jouer le texte qu'on lui donne. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est même pas... le problème de Coriolan n'est même pas qu'il ne puisse pas être Coriolan. C'est qu'il ne peut pas dire Coriolan. Le texte, quoi. Et c'est pour ça, je crois que de ce point de vue-là, la question, l'autre figure qui est extrêmement, disons, absente du texte et qu'une lecture en général misogyne de la salle, si vous voulez, renvoie par un rire, et on ne peut pas en vouloir de la salle de réagir à un premier degré d'un texte, c'est son honneur, je dirais même, de le faire. Mais quand elle entend divin silence, elle pense que c'est un effet de la bestialité de Coriolan. Je ne pense pas. Je pense que ce silence de sa femme est divin parce que précisément il évacue la renommée. La renommée au sens, si vous voulez, strictement banal et vulgaire du terme, hein, enjoliver et montrer le héros, mais aussi, et d'une façon plus profonde, le mot en tant que tel qui de toute façon nommerait la chose. Et ce silence-là l'achève plus, et là c'est le vide dont parlait Jean Gilbert pour moi, l'achève plus que tous les discours ou toutes les tentatives de nomination qui sont les siennes. Alors, l'autre chose troublante pour moi dans cette... alors c'est pour ça qu'il est raté. Il est totalement raté et qu'en quelque sorte... alors, on l'a fait, nous, dans les faits de construction du spectacle. On a achevé sa mère, si vous voulez. Pas physiquement, je veux dire, mais dans le déroulé, elle a une fin. Elle accède à un pouvoir, elle assume son pouvoir. Et elle assume son pouvoir dans une superposition, vous avez bien compris pour ceux qui l'ont vu, à l'image d'Élisabeth Ier, c'est-à-dire la reine qui avait pour figure tutélaire la Vierge Marie. Comme si vous voulez, en quelque sorte, ce point de crise où se trouve la société à ce moment-là, guerre civile, etc., arrivait à se résoudre dans une image qui est une image qui s'est débarrassée de la question de la procréation, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la dépasse. Et en face, un fils qui, lui, s'installe dans un choix stratégique qui me paraît aussi important, qui est celui de la guerre perpétuelle. C'est-à-dire que quand il retrouve Ophidius, l'hypothèse posée par Ophidius est deux guerres possibles. D'un côté, une guerre fulgurante où on conquiert Rome, et rien n'empêche Ophidius et Caius Marcius de le faire, puisque ce sont les deux grands généraux du moment, aucun problème. Ou une guerre où on tourne autour de Rome pour leur faire peur. Et c'est ce choix-là qui est fait. Et
si je vous rappelle qu'on a la figure d'Élisabeth qui résout la crise du pouvoir dans une figure qui est une figure de l'Immaculée Conception, voilà, c'est moins qu'on puisse dire, en quelque sorte, en face, vous avez une danse de mort d'hommes qui se résolvent eux aussi dans l'exclusion complète de la question génitrice, enfin la question et qui vivent entre eux. Nous, on a pensé évidemment à Conrad, hein, Voyage au cœur des ténèbres, c'est-à-dire à un moment d'achèvement, si vous voulez, complet, d'une sorte de société qui, en quelque sorte, se pose plus la question de son devenir, puisque la question de son devenir n'existe pas physiquement, et qu'en quelque sorte, elle est dans une éternité, où Dieu, un Dieu, peut advenir. Dieu qui, là, ne se nomme pas. Hein, Coriolan n'y arrive pas, puisque sa mère arrive à temps pour qu'il ne se nomme pas, et c'est là où il dit, bien évidemment, comme un mauvais acteur, j'ai oublié mon rôle. L'oubli. Voilà. C'est tout ce que. Enfin voilà. C'est une question, c'est un des points noirs, parce que quand vous travaillez ce type de texte, on arrive à le résoudre comme un jeu d'échecs, si vous voulez. Et on est très présomptueux et très heureux, si vous voulez, de cela, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a réussi à faire que les gens lisent, ils ont compris ce que personne. Il faut comprendre quand même, hein, Caius Marcius, Titus Lartius, Cominius, Velutus Brutus, etc. Bon. Une fois qu'on a résolu, on pense qu'on a compris, on pense qu'on maîtrise. Et en réalité, en avançant, on sent le terrain vraiment s'enfoncer, quoi. Il y a quelque chose, il n'y a pas de fondation là-dedans. Il y a un truc très étrange, si vous voulez. Il y a une sorte de relativité de nos petits arrangements avec nos amoindrissements natifs, comment on peut vivre ensemble et comment on peut se débrouiller. Et puis derrière, il y a une vaste machine, beaucoup plus molle, qui est fort difficile à faire entendre et dont, je crois, le moteur est dans les questions que je viens de soulever, si vous voulez, et qui s'inscrivent dans le droit fil de ce que je viens d'entendre. Voilà. Donc, ce personnage sans nom, dont on pourrait traduire le nom Coriolanus par héros de merde, enfin, si on va jusqu'au bout, parce que Coriol, c'est la ville de la victoire, et Anus, la dimension scatologique, qui est celle du rejet, est manifeste. On a une sorte d'annulation, enfin de contradiction, et le nom de Coriolan même ne cesse de faire problème. Il est censé être le fils de Mars, Caius Marcius, et on lui refusera d'ailleurs jusqu'à son surnom. Donc à la limite, ce personnage, en effet, comme tu le dis, est une hypothèse où n'existe pas, étant à s'annuler. Marc Goldberg, sur cette question de l'annulation du héros et du vide, est-ce que tu peux prolonger ce qu'on vient de se dire par rapport à Coriolan, ou d'autres héros d'ailleurs? C'est-à-dire que moi, ça résonne bizarrement avec justement ce que je vous disais tout à l'heure de l'analyse de Hegel, dans lequel lui, au contraire, il considère que le héros shakespearien, c'est un héros qui est plein d'une énergie individuelle extrêmement forte. Alors évidemment, vous allez me dire que dialectiquement, on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Ce qui est certain, c'est que dans l'une des dimensions qui me frappe chez Coriolan, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette idée d'orgueil, de cet orgueil qui le mène en permanence. Et là-dessus, il y a une discussion avec sa mère, je crois, à l'acte 3, qui est très importante, dans laquelle elle lui dit, du point de vue de l'engendrement, que cet orgueil ne vient pas d'elle. Il y a toute cette idée qu'elle assume qu'elle est sa mère pour tout le reste, sauf pour à la fois ce moteur extrêmement puissant qu'est l'orgueil, parce que la pride, c'est aussi moteur, hein, c'est pas simplement de se regarder dans un miroir, c'est aussi ce qui fait avancer, et ça ne serait pas d'elle. Alors est-ce que c'est justement la trace du père absent, quelque chose justement qu'il faut absolument conquérir, et puis en même temps cet orgueil, là encore, de s'être fait soi-même, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas là qui me venait à l'esprit en vous écoutant parler, et en rapprochant ça à la fois de Hegel et puis de ce fil conducteur de l'orgueil et de cette énergie qu'il a et qui est absolument sans limite. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a toute cette logique de guerre dans laquelle il s'installe, c'est que l'héroïsme, le lieu naturel de l'héroïsme, c'est la guerre.
C'est-à-dire que tous les héros grecs, l'héroïsme, c'est d'abord né dans la poésie épique, c'est d'abord Achille, hein, c'est d'abord la guerre de Troie. Dans toute la grande période des héros médiévaux, à la fois donc, qui traversent toutes les chansons de gestes et puis qui sont repris au XIXe siècle, quand Wagner, justement, se réinterroge sur la question de l'héroïsme, où est-ce qu'il va chercher toute la matière de Tristan et Isolde, de la tétralogie, etc., dans des récits médiévaux, dans des récits de chevalerie, donc dans des récits de guerre. C'est-à-dire que l'héroïsme, son lieu naturel, vraiment, c'est le conflit. Et donc, il y a une volonté de la part de Coriolan de ne jamais mettre fin à la guerre, entre autres choses, à mon avis, à cause de ce que je vous disais au tout départ, que sinon, il va être à nouveau dépossédé de lui-même par le récit qu'on fera, par la réification qu'on fera de son destin. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre s'achève, c'est le temps de Ménénus, c'est le temps du discours, et là, il est dépourvu de prise sur son destin. Et en effet, il a un problème avec la parole, comme d'ailleurs beaucoup de personnages de Shakespeare. Et là, en ce sens, ça rejoint directement Hegel, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui peuvent être dans l'action, mais qui ont un problème de réflexion et donc un problème de parole, et qui ont du mal à dire ce qu'ils font, et en effet, au final, à se nommer eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un héros en temps de paix ? C'est une question, c'est une question problématique, puisque comme tu le disais, l'héroïsme s'enracine dans l'épopée. Le théâtre, à la limite, présente des héros qui sont, comme le disait Tragique, découpés du banquet d'Homère. Ce sont des tranches découpées du banquet d'Homère. C'est-à-dire que le grand récit héroïque, on l'a dans ces grandes batailles qui opposent des peuples entiers et où l'exploit est possible. Alors, lorsque la toge prend le pas sur les armes, que peut-il rester du héros ? Alors, peut-être une forme d'héroïsme civil. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? En tout cas, ça n'est pas chez Shakespeare. On est tout le temps dans une impasse à cet égard. Chez Shakespeare, mais vous savez, il y a Charles Péguy, hein, il y a le père de famille comme héros des temps modernes. Il y a un petit peu cette idée chez Péguy que finalement, en temps de paix, ce n'est pas il oppose le père de famille au célibataire en disant le célibataire, on a l'impression que c'est le héros, mais finalement le célibataire c'est le chevalier errant. Il dit il n'y a pas grande responsabilité là-dedans, il n'y a pas grande difficulté, le vrai héros c'est le père de famille. C'est un héros peut-être médiocre à l'image des temps modernes, mais bon. Jean Gilibert, sur le père de famille, je crois que vous avez une expertise. Non, je n'ai pas d'expertise, mais je rappelle que pour Péguy, il a raison, monsieur. Je rappelle que pour Péguy, il ne connaissait pas son père était absent, si j'ose dire. Mais non, ce que je voudrais dire, quelque chose qui me vient à l'esprit, on parle de la guerre de Troie, de l'Iliade, ce que les Grecs ont inventé, puisque les Grecs étaient les auteurs de la guerre de Troie et Achille a été le héros, je ne dirais pas coriolanesque, mais quelque peu quand même, de la guerre de Troie. Qu'est-ce qui se passe à la fin du poème L'Iliade d'Homère, ce magnifique poème ? Il y a un moment qu'on peut appeler les nuits saintes de la Grèce. Sous la tente, Achille vient, il a perdu Patrocle, son aimé, son ami, mais son aimé. Arrive Priam, le roi de Troie, qui a tout perdu, qui a perdu Hector, son fils, et les deux s'assoient sous la tente, Priam et Achille, et ils pleurent tous les deux, et à travers les larmes de leur être aimé perdu, ils se réconcilient. C'est la fin du poème L'Iliade. Il n'y a que les Grecs pour inventer cette fin qui peut nous paraître, soi-disant civilisée, qui peut nous paraître un peu comme ça, non pas édulcorée, mais quasiment, alors que la fin du poème de l'Iliade, qui se termine par cette chose sous la tente où deux hommes pleurent ce qu'ils ont de plus cher, est une chose admirable, une chose grandiose. On ne peut que s'arrêter un moment. Et me vient donc à l'esprit, c'est vrai que la guerre est là. Il se trouve que j'ai relu il n'y a pas longtemps Mein Kampf, mon combat, pour des raisons multiples. Le vide chez Hitler était permanent. Il le dit. Était permanent et le suicide, par lequel il a terminé sa vie, si j'ose dire fort heureusement, est quelque chose qui lui est venu tout d'un coup subitement, qui lui est venu antérieurement à la réalisation
tentation du suicide après sa défaite, qui lui est venue. Comme ça, c'était la seule réponse qu'il trouvait au vide qu'il avait en lui. Et alors, je rappelle ceci, 2 événements. Je cite tout d'un coup une chose que j'avais notée de Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions. Il dit cette chose: il m'aurait fallu 2 âmes dans le même corps, sans cela, je serais toujours vide. Rousseau dans les Confessions. Puis une anecdote que je peux me permettre de dire, car ces gens sont morts. J'étais pion à la Canale et j'avais, non pas pour élèves, parce que j'étais pion, mais enfin je faisais travailler quelquefois les élèves de devoir du soir. Il y avait un jeune homme que je trouvais comme ça très sympathique et je me disais, mais qui sait, je connaissais le visage, c'était Paul Thorez, le fils de Maurice Thorez et de Jeannette Vermersch. Et alors, bon, je suis devenu un peu copain tutélaire avec lui, on a travaillé ensemble, et un jour il m'a dit tiens, on se tutoyait, viens voir ma mère à Villejuif, ma mère Jeannette Vermersch, tu verras. Bon, alors je suis allé avec lui, j'ai vu sa mère Jeannette Vermersch, c'était Volumni avant la lettre, c'était la militante absolue. Remarquable si on accepte le militantisme, etc. Bon, les parents de Paul Thorez n'étaient pas mariés. Hein. Ils vivaient, si j'ose dire, en concubinage, Maurice Thorez. Et il souffrait, je cite, et je m'excuse de citer les morts, il souffrait que ses parents ne soient pas mariés légalement. Et il souffrait beaucoup, il était communiste tout en... Il a écrit 2-3 bouquins qui sont assez très... Hein, et il a tellement souffert du vide qu'il sentait en lui, qu'il s'est suicidé. Paul Thorez est mort par le suicide. Et si je rappelle cela, c'est que c'est une chose que j'ai trouvée très douloureuse, très, très particulière, et qui se raccorde, peut-être vous trouverez que c'est un raccord un peu lointain avec Coriolan, mais le rapport entre Volumni et Coriolan, je l'ai évoqué à travers le rapport de Paul Thorez et sa mère, Jeannette Vermersch, qui était en effet une très grande militante du Parti communiste. Et la dernière chose qui m'est venue en écoutant mes 2 amis, c'est, puisque je parlais de Vautrin, que fait Vautrin? À la conciergerie, Lucien de Rubempré se suicide, se pend. Il y a les obsèques. Comment ça s'appelle ? Vautrin est toujours à la conciergerie parce qu'on a découvert qui il était, le plus grand criminel, si j'ose dire, de son époque. Et Vautrin apprend la mort de son aimé Lucien de Rubempré, fait venir Rastignac, ou je ne sais plus, Rastignac est là, enfin je ne sais plus dans quelle occasion, et Rastignac a assisté aux obsèques de Lucien de Rubempré au Père-Lachaise. Et alors, Vautrin demande à Rastignac de lui raconter les obsèques de l'être aimé. Et Vautrin, Balzac, a cette parole que je trouve prodigieuse, et il lui dit « Ah oui, cela va m'arriver à moi aussi, je vais mourir, je vais rejoindre Lucien, c'est encore un bonheur que de pourrir ensemble. » Cette chose qui est fait que Vautrin n'est pas un héros au sens Coriolan du mot, ni Macbeth du mot, tout criminel qu'il fût, il est sauvé, comme Achille et Priam, il est sauvé par une générosité, quel mot dire, quel concept trouver pour exprimer ce qui est contenu dans cette parole de Balzac-Vautrin, c'est encore un bonheur de pourrir ensemble, en parlant de lui et de Lucien dans La mort dans la tombe. Oui, bien sûr, c'est l'amour, mais je veux dire, c'est quelque chose, alors je ne connais pas suffisamment Coriolan et je m'en excuse auprès de Schiaretti, il y a dans Macbeth, ça approche, dans Coriolan je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais je veux dire que ça me paraît capital. Le héros, et même chez Hitler, cet horrible personnage, il a pour Eva un moment, il semble dire, mais il n'aimait pas beaucoup les femmes, ça ne l'intéressait pas, est-ce qu'elle va me suivre dans la mort? Il s'est posé la question, est-ce qu'elle va me suivre dans la mort?
Alors, il ne s'agit pas de rédemption, mais je veux dire, là, si j'ai cité surtout l'Énéide et Vautrin, cette espèce de chose qui fait partie, qui n'est plus liberté, égalité, fraternité, qui sont des valeurs morales abstraites, toute morale qu'elle soit, qui a quelque chose qui est de la générosité, de quelque chose de très particulier à l'être humain quand il est tout d'un coup seul, abandonné ou dans la plus grande détresse d'un deuil futur et présumé. Alors je ne sais pas pour Coriolan, je ne saurais pas le dire, bien sûr. Oui. Rousseau et Schopenhauer diraient la pitié. C'est la manière de ce que vous appelez la générosité, la manière de pouvoir aller vers l'autre. Je trouve que pitié est un peu faible. Compassion, amour. Compassion, oui. Pitié, disons, au sens fort du terme. En tout cas, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, sur la notion du vide chez Hitler, il faut savoir que Hitler avait fait faire des plans de Berlin, mais en ruine. Il a imaginé ce que serait Berlin après sa destruction. Donc, là aussi, on a dans l'idée que la mort est le terme voulu, recherché. On sait que la devise des SS, c'était justement la mort. Bon, c'est une première chose. La deuxième chose, on trouve dans Le silence de la mer de Vercors cette parole d'un officier allemand. Grâce au Führer, chaque Allemand aura son quart d'heure de gloire sous le ciel. La gloire pour tous. La gloire pour tous, comme si l'héroïsme était contagieux, comme si cette race de surhommes en construction bénéficiait à partir du Führer, qui est lui-même un noyau de vide, d'une sorte de contagion de l'héroïsme, même si ce n'est que pour un quart d'heure. Bon. Mais là, on est sur un projet de masse, on est dans d'autres temps et dans un autre contexte, évidemment, idéologique et historique. Mais quand même, ce qui me frappe pour avancer dans nos échanges, c'est ce rapport entre le héros et la collectivité, et dans le cas particulier de Coriolan, c'est son impossibilité d'enclencher sur cette collectivité. Donc le bannissement est absolument inscrit dans le personnage, et ce bannissement du héros, bon, on l'a chez Oedipe, c'est une sorte d'auto-bannissement, mais lié au crime. Vautrin se range, il devient chef de la sûreté, chef de la police. Bon, donc il y a une sorte d'intégration, là c'est exactement l'inverse. Mais on a malgré tout, et on voit que les temps ont changé, enfin, la société du XIXe siècle bourgeoise n'est plus l'univers héroïque, épique qu'on avait dans l'Iliade ou qu'on a dans les temps de Coriolan. Alors, c'est une question pour Christian Scaretti. Tu as monté de nombreuses pièces, hein, par exemple, si je pense récemment à Père, Mère Courage, l'opéra de Katsu, où la figure du héros est constamment malmenée, elle est constamment problématique. Voilà. Et je voulais savoir comment est-ce que tu définirais cette relation du héros ou des formes de héros à l'autre, aux autres, à la collectivité, à partir notamment de Coriolan, mais d'autres exemples que tu as pu traverser. C'est comme ça immédiatement, je ne sais pas bien répondre. Il me semble, en tout cas pour Coriolan, que ce qui est certain, en tout cas, c'est que je file sur l'idée que c'est une pièce sur le théâtre plus que sur le politique. C'est-à-dire que c'est la choralité assemblée qui fait ses spectateurs, qui lui demande le rôle qu'il a joué, ou définit le rôle qu'il a à jouer. Je veux dire par là qu'en dehors du regard et d'une sorte de commande, voilà, qu'on adresserait à un acteur selon la conjoncture et les moments de la pièce, on lui demande de changer de rôle. Il en joue plusieurs. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, par exemple, qu'il vient mater l'insurrection, dès le début de la pièce, il est dans le rôle et il joue le rôle qu'on lui demande. Du héros répressif, en quelque sorte, de l'alternative répressive. Hein. Tout de suite après arrivent les sénateurs, les sénateurs, et l'annonce de l'attaque des Volsques est prononcée. Et là, on lui demande de devenir sauveur de la patrie. On lui demande de jouer ce rôle-là. Il obtempère, il joue. Mais il monnaie, mais il joue. Et puis ensuite, il est au cœur de la bataille. Il est face à la lâcheté du peuple qui ne le suit pas dans ses assauts. Donc la choralité le renvoie à quoi ? Eh bien, soit de fuir comme eux, soit d'agir. Il choisit d'agir.
Ensuite, il va revenir et on va trouver, alors là, cette succession incroyable de scènes strictement théâtrales où le théâtre est le fond même de comment parler ou comment dire. Et on va avoir toutes les figures possibles théâtrales. On va avoir l'improvisation, on va avoir le texte écrit et on va avoir le texte soufflé. Et à chaque fois, il va soit arriver, soit ne pas arriver, à accomplir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai envie de dire que, encore une fois, l'objectivation, on n'arrive pas à l'objectiver. Il est fabriqué, construit par la nécessité historique du moment, et il est construit par la qualité de l'auditoire qui est le sien. Auditoire qui peut le transformer comme il veut, à sa guise, en libérateur ou en oppresseur. Et après, il joue pas. Or, simplement, le sol, et c'est en cela que c'est une hypothèse que je trouve absolument géniale, il est dans la situation d'un acteur qui serait en train de dire constamment à la salle, mais c'est faux. Et la salle dirait, oui, mais on le sait. Je dirais, non, non, vous ne le savez pas. Et donc, l'acteur qui le joue dénie, et c'est la même chose pour le héros, ce qui ne serait pas le même cas dans d'autres figures héroïques qui appartiennent à une tradition peut-être plus, je ne sais pas, moins réfléchie ou d'un geste plus réconfortant, dans lequel la salle elle-même est conviée à l'identification. Je peux parler de l'opéra de Katsu, c'est le cas de Maki. Moi, je m'étais en plus amusé à cacher Maki parmi les flics. Donc, du coup, je faisais chanter la chanson sur la morale par un Maki habillé en flic, qui était toujours plaisant de faire chanter des flics. Mais, donc, du coup, on avait une identification. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Maki détruisait lui-même à l'intérieur, ou plutôt Brecht, le processus, peut-être à la fin, la pendaison, le processus d'identification. Alors que là, c'est le théâtre lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si Shakespeare jouait à faire tomber notre capacité à représenter un héros, ou à jouer un héros, même pas le représenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le cas non plus, évidemment, dans Père, qui est là d'un cadre théâtral plus fermé. C'est pas le cas dans Mère Courage non plus. Tu vois? Là c'est, la difficulté, c'est que c'est dans la partition elle-même qu'il y a dénégation de la partition. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de héros sans auditoire ou sans spectateur? Parce que tout héroïsme suppose cette assemblée de regards. Ah bah oui. Non, bien sûr. Je pense que l'héroïsme aussi, il est littéraire, là. Il est chez le théâtre, le roman. Mais si on accepte le héros civique, il a aussi besoin c'est aussi du théâtre. Ça devient du théâtre au sens métaphorique du mot, pas au sens réalistique du mot, bien entendu. Mais vous citiez Mère Courage, qui se trouve que j'ai monté, ce qui m'a le plus frappé dans l'aventure héroïque, entre guillemets, de Mouter que de Mère Courage, c'est qu'elle n'ensevelit aucun de ses enfants. Petit Suisse, elle le dénie. Hein. D'ailleurs, la séquence s'appelle Die Verneinung, la dénégation. Le premier militaire, pour des raisons, quelles que soient les raisons stratégiques, pour continuer son chemin de carrioleuse et de vendre et de faire du commerce, sa fille, elle l'abandonne aux paysans qui sont là, elle est tuée, mais elle n'ensevelit aucun de ses enfants. Ce qui, culturellement, de civilisation, ne pas ensevelir un être humain, c'est évidemment le contraire de toute civilisation. On l'a vu, si j'ose dire, près de nous avec Auschwitz. Le non-ensevelissement est une anti-civilisation. Alors, vous citez dans Mère Courage, et vous aviez raison, il y a de là quelque chose de très particulier chez Brecht que j'admire, et en même temps, je pense qu'il n'a pas résolu, ça va faire hurler les Brechtiens, mais ça m'est égal, il n'a pas résolu le problème théâtral. Il a cru le résoudre par la distanciation, par le Verfremdungseffekt, par la distance, la mise à distance, par un marxisme très édulcoré d'ailleurs. Il a cru la résoudre. Shakespeare, à mon avis, a résolu le problème du théâtre. Il a résolu un problème essentiel, comme dit très bien ce que dit, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire notre ami Schiaretti. Brecht, quel que soit son génie, qui est très grand, n'a pas résolu ce problème pour des raisons multiples. Non, pas tellement son inféodation au marxisme, qui était, faut bien dire, hein, qui était comme ça, mais parce qu'il y avait en Brecht quelqu'un qui s'est révolté profondément contre le protestantisme d'où il était issu, le piétisme surtout.
plus fort que le protestantisme, le piétisme dont il était issu, et qu'il n'a jamais, à mon avis, complètement régulé. Il en a fait du théâtre, ce qui est déjà pas si mal, quand même, et c'est un grand auteur. Hein. Bon. Mais je pense que c'est important. Il y a cette parole de Mère Courage qui donc vit du profit de la guerre. Ne me dites pas que la paix a encore éclaté. Effectivement, on peut se demander si la guerre n'est pas un état naturel du héros. Alors, Mère Courage, comme d'ailleurs toutes les figures chez Brecht, n'est pas une héroïne, et elle est peut-être encore moins que d'autres Galilée. Enfin, c'est complexe. De la destruction. Oui, oui. Elle est le personnage occidental de la destruction, alors qu'aux Indes, il y a un dieu de la destruction. En Occident, il n'y a pas. Là encore, on a une mère qui laisse détruire ses enfants, en tout cas. Mais pour prolonger ça, est-ce qu'il n'y a pas de héros sans guerre ni spectacle, et sans spectacle de la guerre? Je voulais pour prolonger un tout petit peu là-dessus par rapport à la question du héros en temps de paix. Parce que, bon, là, j'avais parlé de Péguy, et donc, en gros, de qui sont les héros en temps de paix. Mais il y a une autre question, et qui est plus directement liée à Coriolan, c'est qu'advient-il du héros en temps de paix? Qu'est-ce qu'on fait d'un héros, de quelqu'un qui a été reconnu comme un héros, une fois que la paix advient? Il y a, explicitement presque dans Coriolan, une référence à ce que faisaient les Grecs du héros en temps de paix, c'est l'ostracisme. C'est-à-dire que le héros était reconnu par la cité grecque comme un danger en temps de paix. Et donc on l'ostracisait, on lui disait de partir, parce qu'il risquait de troubler l'ordre public. C'est exactement ce qui se passe dans Coriolan, puisque les tribuns démocrates, dans leur accusation de tyrannie, sont quand même pas non plus... ça n'est pas n'importe quoi, et ça a un sens, leur accusation. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le fait que Coriolan veut s'installer dans la guerre. En effet, c'est ce qui apparaît dans l'acte 5. Vous aviez parfaitement raison quand la technique de guerre, c'est la guerre permanente. Il est bien dans la guerre, et donc, de ce point de vue-là, il est un dictateur en puissance. Et les accusations des tribuns qu'on a toujours tendance un peu à ridiculiser parce qu'il serait la voix du peuple sont aussi une voix de sagesse, et qui était la sagesse des Grecs en face des héros. Et dernière chose sur ce point, il y a un personnage de Shakespeare qui, dans une des plus célèbres tirades de Shakespeare, se demande comment devenir un héros en temps de paix. À mon avis, c'est la très énigmatique et fabuleuse première tirade de Richard III. Qu'est-ce que dit Richard III? Je n'ai pas l'occasion de faire la guerre. Nous sommes en temps de paix. Comment montrer ma valeur? Parce que finalement, le héros, c'est celui qui s'élève au-dessus des autres. C'est déterminant, c'est celui qui sort du lot. Richard III dit, je ne peux pas sortir du lot d'une part parce que j'ai un problème physique, je ne peux pas rentrer en compétition sur le terrain de la conquête féminine, et je vis en temps de paix. Il n'y a pas de place pour les héros en temps de paix. Donc la réponse de Shakespeare, c'est la pièce de Richard III elle-même, voilà. C'est-à-dire de créer finalement la guerre civile, d'introduire du conflit là où naturellement il n'y en aurait pas, parce qu'il n'y a pas moyen pour une âme héroïque, si on veut, de s'exprimer en temps de paix. À un moindre degré, mais je rappelle, Churchill, qui était vraiment un héros de la Seconde Guerre, n'a pas été réélu tout de suite après la guerre. Quant à De Gaulle, ça n'a pas bien tourné quand même dès la libération. Alors en effet, le problème est là, aigu. Oui, c'est la guerre d'Algérie qui le rappelle, donc là, une autre guerre. L'appel le chasse, et la guerre le rappelle. Ouais. On y a pensé beaucoup, nous, à De Gaulle, quand on travaillait Coriolan, quand même. Sur le... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez je voulais te demander sur qu'est-ce qu'un héros en temps de paix. Sincèrement, j'en sais rien du tout. D'abord, je voudrais savoir ce qu'est la paix. Voilà. La paix de qui, la paix de quoi, et qu'est-ce que nous appelons la paix. Voilà. On peut dire que dans le texte, il y a une réponse très claire. C'est dit par ces trois personnages, le cuisinier et les deux serviteurs. Ils le disent très bien. Donnez-nous la guerre, s'il vous plaît, puisque la paix est génératrice de cocus. L'une est violenteuse et l'autre... L'une est violenteuse, l'autre fait des cocus, et que l'une, en gros, est porteuse d'énergie, et bon, voilà. Mais
ne sais pas de quelle paix on parle. C'est la paix des puissants. Il y a toujours un... Tu vois, c'est-à-dire on a les paix qu'on veut bien décrire ou qu'on veut bien imposer aussi. Voilà. Non, je dis ça parce que tout à l'heure, Alain Badiou va parler, que nous, on s'est posé la question d'une figure littéraire héroïque. Mais à l'époque, je me souviens... Alain, voilà, on revendiquait la position d'un théâtre qui a eu besoin de héros, parce qu'on pourrait aussi se poser la question si le théâtre en a besoin ou pas. Est-ce que la figure héroïque est une figure qui est requise au théâtre? Il y a tout un théâtre pour nous dire que non. Il y a eu tout un théâtre contemporain pour nous dire que non. Moi, je ne partage pas tout à fait l'idée. Mais on s'est donc posé la question et on a fabriqué à un moment donné un héros qui se débattait dans un temps de paix défini par les puissants, que lui vivait peut-être comme un temps de guerre, d'oppression, en tout cas sociale, et qui était ce Hamed, qui était une figure de la commedia dell'arte. Parce que je pense que, encore une fois, je suis intéressé par la comparaison avec Brecht. Je suis assez d'accord avec Jean-Gilles Hébert sur le fait que Brecht a quelque chose qu'il n'a pas résolu totalement, que Shakespeare vit pleinement. C'est que il est constamment, Shakespeare, en tout cas à Coriolan c'est très clair, sur un fil de rasoir entre la farce et la tragédie. Mais complet, alors que chez Brecht, c'est moins sûr. Mais chez Shakespeare, c'est clair. Et qu'à l'intérieur d'un processus de farce, donc qui détruit les figures qu'il propose, en même temps qu'il les expose, il y a là-dedans, tu vois, une résolution pour la figure héroïque au théâtre. C'est-à-dire qu'elle existe en tant que figure, mais elle est détruite dans l'exercice même de la forme qui la présente. Tu vois, je dirais, entre guillemets, elle n'est pas dangereuse. Elle n'a pas un pouvoir de mystifiant. Voilà. Elle a la hauteur de ce que le héros ressent lui-même, puisque je dis, il est constamment nommé. Et que le problème chez Coriolan, c'est ce nom dont il se défie, et il a la pathologie du mauvais acteur. Il est un mauvais héros. Voilà. Et donc, tu vois ce que je veux dire sur ce... Donc la figure littéraire en période de paix, oui, la paix étant définie par qui? J'ai précisément là où je voulais en venir, c'est-à-dire que là, nous avons une guerre militaire, mais la paix... Sur fond de guerre civile. Sur fond de guerre civile, c'est exactement le point que je voulais soulever, c'est-à-dire l'illusion d'une paix sociale totale, alors qu'on est dans la réalité de la lutte des classes qui a une radicalité extrême en plus à Rome, puisque s'oppose à la masse des plébéiens plein de ressentiments, le petit nombre des aristocrates, patriciens, et donc la guerre civile, elle, est toujours sur le point d'éclater, la lutte des classes est permanente, et même au sein de ces groupes-là, on est dans une tension, on est dans une guerre finalement, non seulement civile, mais même universelle, qui ne demande que la moindre étincelle pour éclater. Alors là, si on partait du principe qu'il fallait pour le héros une occasion de manifester son caractère exceptionnel, son dépassement, voire sa démesure dans un schéma tragique par exemple, si on considère que l'état civil, enfin l'état, disons qu'il n'est pas l'état de guerre militaire, est malgré tout un état de guerre sur un autre plan, je repose la question, quelle serait la forme de l'héroïsme? Je réponds comme ça un peu brutalement, même si tu ne me donnes pas la parole. Je répondrai Kleist. C'est la folie qui, à ce moment-là, répond. Donc Kleist, c'est incontestable. Je ne parle pas du personnage en tant qu'il était fou, d'accord, mais les héros, le prince de Hambourg et bien d'autres. C'est la folie qui, à ce moment, enfin la folie au sens démesure du mot, hein, pas la folie au sens nosographique, psychiatrique, ça. Bon, c'est tout à fait, c'est ce qu'a vécu Artaud, pour qui la folie a été la réponse possible au théâtre qu'il n'arrivait pas à produire et à faire, son impuissance, on peut dire, au moment où la Seconde Guerre mondiale s'entamait. Hein, c'est lié à ça. Il a prophétisé, il ne faut pas oublier qu'il a prophétisé la Seconde Guerre mondiale. Je crois que la folie peut être une réponse. Et je pense à Kleist, particulièrement, le prince de Hambourg, mais peut-être Catherine de Hellbronn et d'autres pièces, où la folie prend tout d'un coup le visage de cette démesure pour combler le vide, d'accord, et comment dirais-je, ne pas quitter la paix civile. Je crois que ça a été, dans Shakespeare, ça me paraît pour moi incontestable, mais bon, c'est à discuter. Hein. C'est drôle que vous évoquiez Kleist. Je pensais précisément à Kleist quand vous avez parlé du suicide et sur cet héroïsme paradoxal qui est un héroïsme de l'inconscience, puisque le prince de Hambourg est héros, là encore,
par somnambulisme, par inconscience, par désobéissance. Et dans cette pièce absolument énigmatique, on ne saura pas d'ailleurs finalement s'il peut être considéré comme un héros ou au contraire un élément, un trublion insupportable à la loi qui s'exerce. Alors Marx, sur cette question de la paix et de la paix comme guerre latente ou effective. Juste un tout petit mot, parce que c'est vraiment drôle que vous parliez de Kleist et du prince de Hambourg, parce que dans les pages de Hegel, dans l'esthétique là, dont je parlais, sur le héros shakespearien, il y a un seul autre auteur qui est mentionné, c'est Kleist, comme étant l'exact opposé de Shakespeare. Et lui dit que précisément, les héros de Kleist n'en sont pas. Ce sont des sortes... Mais non, mais justement, c'est très intéressant, c'est de son point de vue à lui, c'est-à-dire que le héros, c'est celui qui a cette énergie vitale, individuelle, absolue, qu'on retrouve donc chez Richard III, chez Coriolan, chez Macbeth. Et au contraire, ce que lui retient du prince de Hambourg, c'est un héros faible. C'est-à-dire un héros, bon, somnambulique si on veut, c'est-à-dire qu'il hésite. On en a un ancêtre chez Shakespeare, je pense, c'est Hamlet. On a dans le personnage d'Hamlet, on a un héros. C'est sans doute pour ça que la pièce est tellement jouée dans les temps modernes, qui anticipe un petit peu sur cette attitude moins pleine d'énergie, beaucoup plus attentiste, et qui va peut-être caractériser les temps modernes. Et là, pour le coup, réellement rejoindre ce que Peggy avait au fond de la tête quand il parlait du père de famille. C'est-à-dire que de cette forme d'héroïsme du quotidien, c'est-à-dire que là, la guerre sociale dont vous parlez, le temps de paix comme guerre sociale, bon, c'est ce à quoi est confronté le père de famille. C'est-à-dire que lui, il est au centre de toutes ces violences, aussi bien conjugales que sociales, et comment faire son chemin là-dedans, justement, sans avoir le recours possible à l'héroïsme épique de Shakespeare, qui là, pour le coup, est vécu dans ce cadre-là comme une facilité. Alors il y a 2 points à cet égard. D'abord sur cette figure de l'héros, du héros absent. Une des premières répliques du prince de Hambourg, qui est proférée par son ami Hohenzollern. Donc vous vous souvenez qu'on voit Hambourg assis dans un jardin, arrive par la rampe l'ensemble de la communauté aristocratique, le prince électeur, etc. Donc toute la famille dont rêve le prince de Hambourg. Et l'un des premiers mots de son ami, c'est « on cherche le héros ». Donc héros introuvable, il est là, mais il n'est pas là. Il est là sans être là. Et on a effectivement cette lignée Hamlet, Hambourg, Lorenzaccio, enfin, cette espèce de héros. Alors, avec la particularité, c'est mon deuxième point pour Lorenzaccio, que Lorenzaccio a un projet révolutionnaire. Et c'est aussi là où je voulais en venir. Ça veut dire, si guerre sociale il y a, est-ce que le héros n'est pas le révolutionnaire ? On peut penser à Ibsen, un ennemi du peuple, hein, qui ne va pas jusqu'au bout, enfin d'autres pièces, mais Christian, est-ce que à cet égard, tu peux nous dire quelque chose ? À quel égard ? À l'égard du héros comme révolutionnaire, du révolutionnaire comme héros plutôt. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Bien sûr, encore une fois, comme c'est une figure essentiellement, à mon sens, littéraire, et qui est parlée par le récit, et pas en termes objectifs. Tu vois, je ne peux le constater que dans un retour historique, avec une distance historique. À ce moment-là, ça serait bêtise que dire non. Toutes les séquences révolutionnaires répertoriées ont fait fleurir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc de ce point de vue-là, ça me paraît très clair. Après, toute la question est de savoir la qualité et du récit et son utilité, enfin dans quel champ idéologique ce récit-là s'applique. Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, de ce point de vue-là, Coriolan m'intéresse à cause du fait qu'il s'est constamment dénié. C'est-à-dire que le support, donc le récit, soit le récit littéraire, soit l'image, est dénoncé à l'intérieur par le héros lui-même. Donc du coup, il y a une incapacité de devenir. Mais évidemment que la période révolutionnaire porte du héros. Je dirais que c'est même la période héroïque, voilà, par définition. C'est en prélude à la deuxième partie de cet après-midi avec Alain Badiou sur justement la question de la régénérescence possible de l'héroïsme. On va, avant de conclure cette première session, passer la parole à la salle en vous proposant des questions ou des remarques. Alors, Margot fait promener un micro. Merci Margot. Voilà. Qui veut éventuellement dire quelque chose ?
bien, écoutez, ce divin silence, comme... Ah, Jean, alors... Je me viens comme ça, par association d'idées. Je crois quand même qu'on ne peut pas mettre dans la même balance le héros social au sens large du mot et le héros littéraire ou théâtral, enfin je dis littéraire, parce que c'est le lyrisme de la poésie qui fait naître, entre autres, le héros. Tout à l'heure, on citait Brecht et moi-même. Qu'est-ce que fait Brecht, justement, quand un de ses personnages est presque au bord de l'héroïsme, non seulement Mère Courage, mais bien d'autres, qu'est-ce que fait Brecht? Il met la musique, il met un song. C'est-à-dire que tout d'un coup, il permet au spectateur d'être délivré de la possibilité d'une identification à un héroïsme. Il met un song. Dans Mère Courage, c'est pas de temps. Bon. Et pour aller plus loin, je crois que le héros, il a une source lyrique fondamentale, littéraire, enfin lyrique, au sens de poésie lyrique. Il ne peut pas aller sans cela, car le théâtre en Grèce est né à travers des mutations qu'on connaît mal d'ailleurs. Il est né de Dionysos, mort et résurrection, de Dionysos coupé en morceaux, enfant coupé en morceaux et ressuscitant. Mais au moment même où le théâtre va naître, et Nietzsche l'a vu et ne l'a pas complètement ni tout à fait bien vu, au moment où le théâtre s'installe en Grèce, c'est à travers un culte qui ne ressemble plus rien au culte de Dionysos, bien qu'il y ait mort et résurrection, permanence. Je citerai Antigone. Au moment où Antigone, héroïne, est pourchassée et chassée par Créon pour aller mourir étouffée vivante, qu'est-ce que fait le chœur? Il en appelle à Dionysos. Toi, l'orgueil des Thébains, Dieu aux noms innombrables, fils de Zeus au grondement, Dionysos, etc. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Dans Shakespeare, qui ne connaissait pas les Grecs, connaissait Sénèque, mais qui n'est pas un grec, qui ne connaissait pas le théâtre grec, mais il a gardé ce Dionysos, ce dionysisme de principe qui est mort et résurrection, sans quoi il n'y a plus de théâtre épique, ni de théâtre en soi, tragique bien sûr. Il a gardé sous la forme de la furore, comme on disait à l'époque élisabéthaine, qui est la même chose que le dionysisme. Simplement, il ne pouvait pas, il a fait autre chose avec génie, il ne pouvait pas aller là où les Grecs sont allés, parce que l'époque n'était pas la même, pour de multiples raisons, bien sûr, mais la musique n'a pas servi à Shakespeare comme elle a servi la tragédie grecque, au moment où l'héroïsme est là, se manifeste, et tout d'un coup la salle peut s'embraser et prendre le pouvoir, ce qui est arrivé, la musique intervient. Le lyrisme musical, il faudrait dire. Dans Shakespeare, pas. C'est pas, je veux dire, quel que soit l'apport musical des tragédies au moment où elles étaient jouées du temps de Shakespeare, la musique n'a pas le rôle. Bon, on a cité Wagner, c'est Wagner qui a cru être grec, quel que soit le génie de Wagner, il était grec en rien, au moment où il a, lui, pris le contraire et a amplifié exagérément la valeur, le lyrisme musical pour arriver à l'héroïsme germanique. Le processus s'est inversé. Mais je pense que le héros littéraire, dramatique, théâtral ou romanesque, a besoin, et est né même avec le lyrisme ou épique, ou le lyrisme simple. S'il n'y a pas de lyrisme, il n'y a pas de héros. Ça, c'est incontestable. Oui, là, moi, j'ai envie de revenir à ce que je disais au tout début sur Coriolan. C'est-à-dire que justement, c'est l'un des enjeux de Coriolan, c'est-à-dire que lui refuse que Ménénius, qui veut en faire un dieu, que les Romains qui veulent raconter son histoire s'en emparent et qu'on écrive des chansons de gestes sur lui. C'est-à-dire la poésie épique de la chanson de gestes, ou la poésie lyrique chez les Grecs, c'est justement la poésie qui transforme, tout ça est dans une histoire évidemment, mais là on fait comme si c'était réel dans Shakespeare, qui transforme le héros social ou le héros historique en un personnage. Et Coriolan refuse cette médiation. Il refuse d'être dépossédé de sa vie et d'être repris. Et en ce sens-là, il refuse d'être un héros. Oui, absolument. Et c'est très compliqué. Le lyrisme et la déclamation, c'est deux valeurs tout à fait différentes. Qu'hélas, le théâtre contemporain confond. C'est juste une chose, mais alors, là je parle en praticien. C'est ce qui est très très compliqué à résoudre quand on joue Coriolan. Oui. Parce que toute l'ambiguïté, c'est il dit à un moment donné, moi j'ai souvent fui devant les mots. Donc on pense évidemment qu'il fuit devant les mots des autres. Ce qui est assez simple. En réalité, on peut imaginer un personnage qui entend parler, qui se méfierait de la dimension flatteuse. Bon.
de l'autre. Très bien. Mais ce n'est pas les mots des autres dont il parle, c'est les siens. Donc du coup, si vous voulez, en quelque sorte, l'acteur qui le joue devrait considérer qu'il a un problème de dire, donc un problème de prise de parole, hein, de rhétorique. Encore une fois, son problème ne sera pas un problème de rhétoricien, ça va être un problème d'acteur. C'est-à-dire que Shakespeare lui donne des problèmes d'acteur, trou de mémoire, incapacité de lecture, refus de costume, etc. Mais quand il parle et qu'il n'a aucun problème, il est un excellent rhétoricien. Il parle très bien. Il parle très bien à l'armée. Et l'armée perçoit son discours avec les débordements démagogiques nécessaires. C'est-à-dire que l'objectivation, encore une fois, c'est la nécessité du héros dont on a besoin. On a besoin d'un héros qui nous dit qu'il ne faut pas que l'armée devienne flatteuse, il ne faut pas que l'acier ramollisse, on l'applaudit. Je ne veux pas que vous applaudissiez, on applaudit. C'est-à-dire que c'est sans fin. Et à l'intérieur de ça, l'acteur est obligé de jouer en même temps celui qui fuit devant les mots et en même temps qui est en maîtrise d'une rhétorique parfaite. Ce qui est très compliqué, c'est contradictoire dans les termes. Impossible. C'est impossible. Situation intenable. Oui, j'ai fini. Que fait Corneille dans le Cid au moment où son père, Don Diègue, demande à son fils d'être un héros, c'est-à-dire de le venger? Qu'est-ce que fait Roderick? Il chante, il dit les stances, qui est du chant, du pur chant, du pur lyrisme. C'est ça ce qu'il fait. Et c'est essentiel à la compréhension de la tragédie. Parfait. Toujours pas de parole. Si moi j'en ai une. Ah, oui. En fait, je voulais vous demander sur les héroïnes. Masculinité et héros, féminité et héros. Sur l'héroïne. Masculinité, héros et... Très important. Qui veut parler? Je suis mauvais, moi. Christian se cache. Mauvais. Mais c'est vrai, c'est très important cette question, et nous ne savons pas bien y répondre, c'est vrai. Mais on a cité Peggy tout à l'heure. Je citerai que Peggy, qui a écrit très peu de théâtre, la seule héroïne, c'est Jeanne d'Arc. Oui. C'est passé. Pourquoi? Il y a quelque chose dans l'esprit français qui est particulier. Jeanne d'Arc et la Révolution, qui sont quand même des grands moments historiques, quel soit le partage que ces événements font en nous individuellement, Jeanne d'Arc n'a jamais été au théâtre. Il a fallu attendre Peggy. Et encore, c'est le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Quant à la Révolution, il n'y a aucun Français qui n'a écrit une pièce de théâtre sur la Révolution. Il y a un mystère sur Jeanne d'Arc. Non, mais c'est très important. J'en discutais avec Julien Gracq, dont j'étais l'ami. On en a discuté longuement. C'est un Allemand, Schiller, qui a écrit Die Jungfrau von Orléans, la pucelle d'Orléans, et c'est de Büchner, Danton, la mort de Danton, qui écrit sur la Révolution. Nous sommes, nous, Français, incapables d'écrire quelque chose sur un événement aussi biographiquement énorme, considérable que la Révolution, que Jeanne d'Arc et que la Révolution française, surtout. Nous n'avons pas pu. C'est quand même quelque chose qui, à mon avis, c'est lié sémantiquement à l'histoire de notre langue, et au lyrisme particulier de la langue française, qui est grand, mais qui ne privilégie que certaines choses. Nous n'avons jamais pu écrire une pièce de théâtre sur la Révolution française, en ce qui concerne, ni sur Napoléon. Alors qu'il y a 3 pièces, effectivement, en allemand, si on pense simplement à Büchner, La mort de Danton, à Marasade de Peter Weiss ou à La mission d'Heiner Müller, effectivement, les Allemands ne se sont pas privés, eux, d'écrire même de manière critique sur la Révolution. Mais pour ce qui est de Jeanne d'Arc, il y a en fait une pièce française sur elle, bien avant. Il y a un mystère sur Jeanne d'Arc, c'est un texte extraordinaire qui a été écrit moins de 10 ans après la mort de Jeanne d'Arc et qui a été joué à Rouen. C'est un gigantesque mystère. Ça a été joué, comme les mystères, ça a été joué à Rouen pour plusieurs années consécutives pour les célébrations de la mort de Jeanne d'Arc. Mais en fait, effectivement, c'est tombé dans les poubelles de l'histoire, donc ça n'enlève rien à ce que vous disiez. C'est un problème de notre génie français qui se limite, qui n'arrive pas à parler, alors que les Allemands, les Anglais, Shakespeare en premier, ont fait, à travers l'histoire de leur nation, ont écrit un théâtre. À partir de ça, nous pas. C'est un fait. Je crois qu'il y a une question. Je suis rouennaise, donc au sujet de Jeanne d'Arc, je voulais dire qu'il y avait Voltaire qui a quand même écrit quelque chose qui était absolument horrible sur Jeanne d'Arc, où il avait traité tout le nom de folle. Shakespeare aussi.
Donc Oui, il y a moi un- je trouve que les Henri Français V. pendant un moment, je suis d'origine lettonne, les Français pendant un moment n'ont pas eu assez de sérieux pour bien décrire les figures héroïques. En tout cas Voltaire, moi je le vois mal écrire sur un vrai héros. Sinon, c'était encore un Italien qui a écrit sur Jeanne d'Arc, c'est Verdi. Verdi, on vient de jouer un opéra qui s'appelle Johanna d'Arco et donc qui s'est intéressé beaucoup plus que plusieurs Français sur ce personnage féminin. Merci. Je crois que votre voisine voulait prendre la parole. J'ai deux questions. J'ai une question d'abord pour le metteur en scène au sujet de Coriolan. Dans la pièce, on voit Coriolan à un moment qui joue parmi les détritus, des cajots, des. Oui. Enfin, moi, je l'ai vu comme Oui, ça. oui. Et comme vous avez parlé de Coriolanus, excusez-moi, est-ce que vous ne faisiez pas allusion à ça justement, en le faisant jouer dans les détritus? Non, mais c'est toute la si vous voulez, toute la métaphore scénographique est quand même relativement simple. Elle procède d'une métonymie, je dirais quasiment vulgaire, quoi. Hein. C'est-à-dire que le politique relève dans sa pratique vulgaire du refoulé, et que le Forum romain était construit sur la Cloaca Maxima, et que Rome s'est fondée sur un crime initial, et que c'est une civilisation militaire et passablement. Moi, ça me fait penser à New York, qui se fonde sur l'accueil de l'autre, hein, société de repris de justice, ville refuge, et qui assimile des techniques très diverses et qui édifie son pouvoir politique et militaire à partir sur la Cloaca Maxima. Donc je trouvais ça assez drôle que nous, on joue tout simplement sur un espace vide qui, en son sein, enfin, en son centre, pardon, avait un orifice qui peut. Alors là, il y a une métaphore, je ne vais pas m'étaler, et qui permettait aux acteurs d'être soit dans une force centripète, lorsqu'ils ne pouvaient échapper à l'attraction jusqu'à l'absorption, et centrifuge, le temps d'un pouvoir relatif, lorsque leur énergie était suffisante, puisque la question du héros est toujours la question du dépassement. C'est en cela qu'on en a besoin. C'est-à-dire que, enfin à mon sens, on n'en a pas besoin en tant qu'identification première, mais en tant que geste d'énergie et de dépassement, de lieu du dépassement auquel nous sommes requis, oui. Et Jeanne d'Arc, de ce point de vue-là, en participe. Ce qui est drôle, c'est que le mystère de la charité, c'est injouable. C'est absolument injouable, hein, dans ce sens, c'est pas possible de le jouer. Oui, donc lieu de dépassement. Donc à partir de ce moment-là, cette métaphore-là, elle file tout le long du texte, elle file tout le temps. Vous avez le retour, évidemment. On le sent, on l'évacue, les eaux sales, si vous voulez. Le boucher, c'est-à-dire qu'intervenir ou bloquer la société, c'est bloquer ses capacités de régulation de déjection. C'est ce que fait un des mecs du peuple. Du coup, retour du refoulé, le politique patauge. Or, il se trouve que, ça c'est intéressant dans la traduction, c'est-à-dire que normalement, le rendez-vous donné au sénateur, c'est au forum. Or, Shakespeare dit marketplace, place du marché. Et il le redit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne fait une transposition complète sur Rome, il donne rendez-vous, place du marché. Donc nous, simplement, si vous voulez, la réaction du peuple dans sa bagarre primitive avec ses cartons, encombre cet espace-là, et l'eau s'en allant laisse ou figure, pour moi un marché c'est ça, c'est toujours après quand on passe le jet d'eau et qu'il y a les cagettes. Donc ça nous permettait, nous scéniquement, sans changer rien, de changer de décor. Vous voyez ce que on passait voilà. Voilà. Donc, parce que pour nous, une des questions fondamentales, parce qu'on a parlé du héros, pas beaucoup de la masse là en l'occurrence, mais que c'est une chose que je vous laisse en énigme, mais moi je la trouve, ça m'intéresse ça. On ne peut pas représenter le peuple sur scène. 600 sur scène, je crois, ça serait resté un extrait. C'est-à-dire que c'est un ailleurs d'une difficulté, si vous voulez, de définition terrible, qui fait qu'il est toujours un ailleurs. Donc même avec 15, où nous on a l'impression, donc là on se dit le voilà le peuple, eh ben non. C'est-à-dire 15 est insuffisant et je pense que 20, 30, 200, 400 serait... C'est-à-dire que le héros, via le lyrisme, est représentable, et au théâtre représentable. Au théâtre... Le peuple est irreprésentable. Il est toujours le lieu d'un excédent. Enfin, c'est très étrange. Enfin, ça, je l'ai vérifié parce qu'on a essayé, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Ça reste toujours une sorte d'hypothèse, si vous voulez, d'ailleurs très, très complexe à manipuler. Par contre, et nous, on en avait besoin, de façon à ne pas avoir un rôle de Sicinus et Brutus qui soit trop lié à la manipulation, si vous voulez. Vous voyez, entre le militantisme consenti et la manipulation, l'écart est très étroit.
pour les deux tribuns du peuple. Donc. Oui, voilà, c'est pour les deux tribuns du peuple. Donc, si vous voulez, nous, dans la représentation, il fallait une relative crédibilité au combat ou à sa force. Et donc, on a choisi de jeter ses cagettes. Et alors, évidemment, il se retrouve au milieu quand il en parle, mais Volumnia y va aussi. Tout le monde traverse cela. Mais encore une fois, c'est un des paradoxes pour moi. Enfin, c'est le fantasme que j'ai de Rome. Rome, moi, me fascine dans son histoire. Je trouve le Capitole, c'est l'église, je trouve ça affreux. Je trouve que c'est une architecture très laide, très lourde, très... voilà, c'est une drôle... Ils sont curieux, les Romains. C'est fondé dans le sang. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, j'avais une autre question. En vous entendant parler, le héros, pour vous, ça serait plutôt quelqu'un de négatif. Et en entendant le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, parler justement des Juifs, et donc j'ai pensé à la guerre, à la dernière guerre, j'ai pensé aux résistants. Et finalement, les résistants, ce n'étaient pas des héros négatifs, ce sont été des héros qui ont donné leur vie pour que justement la France renaisse. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas voir le héros sous la forme d'une personne qui, malheureusement, quand on considère le héros, c'est souvent quelqu'un qui est voué à la mort, mais est-ce que la mort du héros ne donne pas une naissance, une nouvelle naissance? Tout héros n'est pas négatif. Dans ce que je parlais en particulier du héros shakespearien ou d'un certain type de héros qui était dans la quête de sa propre destruction. Mais évidemment que tout héros, et notamment les héros historiques, évidemment une dimension bien plus positive. La question est celle du passage au littéraire, à la représentation notamment théâtrale ou poétique. C'est là que la question se pose. Évidemment que le caractère positif, en tout cas d'un dépassement positif, est même ce qui définit l'héroïsme en première approche. Oui, ce qu'on voulait juste dire, c'était que dans Shakespeare, il y a des gens qu'on pourrait considérer comme des monstres, comme des traîtres, etc., qui sont malgré tout des héros. Ce qui suppose bien qu'il y a une connotation d'abord positive du héros. Mais il y a dans le monde héroïque, il y a des sortes d'anti-héros, en un sens du point de vue des valeurs morales, comme Coriolan ou comme Richard III, qui ont une dimension malgré tout héroïque. Celui qui est réellement l'anti-héros dans Shakespeare, il a un nom précis, c'est le knave. C'est un mot qui revient sans cesse, c'est le gueux, voilà, qui lui vraiment patauge dans les cajots, si on veut, toute la journée. Ça c'est vraiment l'anti-héros de Shakespeare. Mais la valeur morale du héros, c'était un peu, je pense, pour nous, le point de départ. Bien sûr. Oui, alors une autre question. Après, on fera la pause pour avoir 2 heures avec Alain Badiou, et on va... Merci. Excusez-moi de me référer à un auteur qui peut être controversé, mais est-ce qu'il ne serait pas possible de voir dans le héros une figure du bouc émissaire de René Girard? Et si oui, est-ce que ce ne serait pas la possibilité, à travers ce bouc émissaire, de pouvoir représenter le peuple sur scène, vu que le bouc émissaire représente cette figure d'expulsion collective de la violence, alors qu'à travers la figure du héros, on se focalise uniquement sur l'individu, alors qu'en temps de guerre, on l'assume, et en temps de paix, je verrais bien dans ce héros une victime qui commence à devenir potentiellement sacrifiable, dans le sens qu'il voit dans l'émergence de son statut politique l'avènement de son double monstrueux, à savoir qu'il n'assume pas son rôle politique, il assume son rôle militaire qui serait son vrai rôle, et son double monstrueux serait son rôle politique. Et à partir de là, je ne sais pas si on peut continuer avec le vocabulaire girardien, crise sacrificielle, etc., mais plus qu'un héros à expulser, c'est peut-être la violence de la masse. C'est pour essayer de faire le lien entre la masse, qui n'a pas forcément été beaucoup évoquée, mais voilà. On va l'évoquer, la masse, mais on l'a évoqué en creux. Et la question sera évidemment celle du passage du peuple à la masse, qui sera aussi une question importante. Jean, vous avez... Non, c'est vrai, cette question est très juste, comme la question de madame. Le peuple héroïque, ça a été, si l'on veut, la fête de la fédération et de l'être suprême. Le peuple était là, mais est-ce que vous appelez ça du théâtre ou pas? Ça, on peut dire c'est du théâtre. Bon, mais c'est une métaphore qu'on utilise. Comment dirais-je? En effet, je pense à la fête de la Fédération en 1793 et pour Rome, puisque l'Énéide de Virgile
c'est une glorification de Rome, du peuple romain héroïque. Mais c'est un roman, enfin, c'est oui, un roman lyrique, c'est pas du théâtre. La question, en effet, du théâtre soulève un problème qui est spécifique à l'aventure du théâtre. Je reviens. Les Perses d'Échille, qui fêtent la victoire du peuple grec sur les Mèdes, qu'est-ce que fait Échille? Il ne décrit pas la victoire de Salamine. Il décrit, chez les Grecs, c'est pas taratata, taratata, nous sommes un peuple glorieux parce que nous avons vaincu les Mèdes. Qu'est-ce qu'il met? Il met les Perses dans leur défaite. C'est ça qui est un problème qui paraît contradictoire. Je cite Échille parce que ça me revient tout de suite. Les Perses, c'est la victoire des Grecs sur les Perses, mais le théâtre, c'est la représentation de la défaite des Perses et non pas la victoire des Grecs. Et les écrivains qui ont décrit glorieusement la guerre de 14 sont des écrivains dans l'ensemble médiocres. Paul Reynal, ça vous dit rien, sur l'Arc de Triomphe, etc. C'est un problème de la vie du théâtre qui est que peut-on représenter au théâtre la glorification populaire, aussi bien de la Commune que de la Révolution, que de la guerre, quand la France est victorieuse? Peut-on ou ne peut-on pas? Pour le moment, l'histoire du théâtre montre qu'on ne peut pas. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir. Bien, ce débat passionnant. Dans un quart d'heure, nous nous retrouvons pour réfléchir à l'articulation du héros et la masse et la résurrection d'un héroïsme. Merci.